Dans moins de 72 heures, on connaîtra le résultat du premier tour des élections municipales à Limoges. L'événement politique dans la capitale limousine serait l'organisation d'un second tour. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1989. Depuis les scrutins de 95, 2001 et 2008 ont vu le socialiste Alain Rodet l'emporter haut la main dès le premier dimanche. Cette année, la bataille s'annonce beaucoup plus serrée. 5 listes sont face au maire sortant et elles se verraient bien encore en compétition le 30 mars. Alors, quels sont leurs projets? Où va se jouer l'élection? Réponse maintenant sur notre plateau. Bonsoir, bienvenue pour le grand débat des municipales 2014. Nous sommes à moins de 3 jours du premier tour et pour cette émission spéciale de France 3 Limousin, c'est donc Limoges qui est à l'honneur. Dimanche, 77 169 électeurs selon les derniers chiffres sont appelés aux urnes dans la capitale limousine pour un scrutin suivi d'un peu plus près que les précédents. Je le disais dans l'introduction, tous les observateurs parient sur un deuxième tour et ce serait une situation inédite pour vous. Alain Rodet, bonsoir. Vous conduisez la liste Limoges 2014, l'essentiel c'est notre ville. Face à vous, 5 listes se sont donc constituées. Aimons Limoges, liste centriste avec à sa tête Pierre Coineau. Limoges Alternance, soutenue par l'UMP, conduite par Émile Roger Lomberti. Bonsoir. Limoges Terre de Gauche, menée par Gilbert Bernard. Enfin, bonjour. Limoges Bleu Marine, liste Front National, conduite par Vincent Gérard. Enfin, bonsoir. La liste Lutte Ouvrière, menée par Elisabeth Faucon, qui n'est pas présente sur ce plateau. Nous ne l'avons pas invitée. Les résultats de son parti lors des élections précédentes n'étant pas suffisamment significatifs, mais vous l'entendrez néanmoins à plusieurs reprises au cours de cette émission dans le cadre de l'équité prônée par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous allez débattre, messieurs, de vos projets pendant 1 heure autour de la sécurité ou de l'insécurité, la redynamisation du centre-ville, le développement économique, l'emploi et enfin la fiscalité. À mes côtés également pour vous interroger, Enrique Viracampos, rédacteur en chef de France Bleu, et Pascal Ratino, rédacteur en chef du Populaire du Centre, nos partenaires pour cette élection. Mais avant de vous donner la parole pour situer quelques enjeux de ce premier tour, je vous propose d'abord de revenir sur les résultats de plusieurs scrutins. Le commentaire est signé Emmanuel Denano. Le 9 mars 2008, au premier et unique tour de cette dernière municipale, Alain Rodet, le candidat socialiste, a été réélu avec 56,45% des voix, sa liste obtenant ainsi 44 des 55 sièges. Cette année-là, 5 autres listes étaient en lice. Celle de l'UMP, conduite par Camille Jettier, obtenant 20,84% des suffrages. Celle de Jean-Jacques Bélézy, du MoDem, 8,46%. Celle de Daniel Clérambault, pour la LCR, près de 7%. Les Verts, de Cyril Conyera, 5,3%. Et enfin, Lutte ouvrière et sa candidate Claudine Roussy, créditée d'un peu moins de 2 points. Le tout avec un taux de participation de 62%. Autre élection, les cantonales de mars 2011, avec sur les cantons limougeaux au deuxième tour, 4 duels Parti socialiste contre Front National. Un Front National perdant, mais crédité en moyenne de 31,75% des suffrages, le meilleur score étant réalisé sur le quartier de l'Abatide avec 37% des voix. Dernière élection, les législatives en juin 2012, avec au premier tour, sur la première circonscription en partie urbaine, 9 candidats pour 2 ballotages, l'un étant très favorable, Alain Rodet du PS obtenant 49,3% des voix face à Florence Prévost-Sola de l'UMP et ses 17,2%. Au deuxième tour, Alain Rodet est facilement réélu avec près de 70% des suffrages. Christian Moulinard, bonsoir, vous êtes notre politologue attitré. Quels enseignements tirez-vous des résultats que l'on vient de voir ? Des enseignements qui se vérifieront sans doute à l'issue du premier tour. Effectivement, un second tour est vraisemblable, à la fois pour des raisons nationales et pour des raisons locales. Pour des raisons nationales, parce qu'il serait très surprenant que Limoges échappe au climat général de désenchantement à l'égard du président de la République et du gouvernement, au climat général de crise de confiance qui touche l'ensemble de la classe politique et aussi aux difficultés qui en résultent de mobiliser les électeurs. Et des raisons locales, parce qu'il y a 2 grandes innovations par rapport à 2008. C'est d'une part la rupture de l'union de la gauche, qui était une constante depuis 1977. Elle s'était fait un petit peu dans la douleur en 1977. Elles seront aujourd'hui aussi dans la douleur. Et puis également la présence du Front National et le résultat que fera ce parti et qui pourrait être
très intéressant, à la fois pour les partis de la gauche de gouvernement comme pour les partis de la droite de gouvernement. Alors faut-il s'attendre à une triangulaire, voire à plus de 3 candidats présents au second tour ? À s'en tenir aux résultats que nous avons vus tout à l'heure, je serais tenté de répondre non. Mais les prévisions sont éminemment difficiles et ce qui est sûr, c'est qu'une triangulaire n'est pas impossible si le Front National réussit à obtenir plus de 10% des suffrages, et peut-être une quadrangulaire si le Front de gauche réussit la même performance. Ça sera peut-être un peu plus difficile. Merci Christian Moulinéard. Alain Rodet, un second tour à Limoges, ce que vous n'avez jamais connu depuis 1995. Vous vous y attendez cette année ? Je suis toujours prêt pour les élections à 2 tours de scrutin. On n'est pas comme dans un concours d'athlétisme ou de saut à la perche, où il faut à tout prix passer au premier essai, les 6 mètres. Je ne suis pas Lavillenie. Moi, j'ai prévu en tout cas une campagne et une action sur le terrain avec mes colistiers et colistières pour tenir jusqu'au 30 mars et au-delà. Est-ce qu'au fond, quand même, ce ne serait pas une déception s'il n'y avait pas élection des premiers tours ? Non, on n'est pas ici en train de fanfaronner ou de faire acte de vanité. Une élection, c'est quelque chose de sérieux et de solennel. C'est l'électrice et l'électeur qui, au bout du compte, dans l'isoloir, ont le dernier mot. Et il faut vraiment respecter le verdict populaire. La démocratie, c'est ça, s'incliner devant la décision de l'électeur. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne suis pas en train ici de fanfaronner comme je vous l'indiquais il y a un instant. Émile Roger-Lamberty, la droite depuis 1995 a aligné à chaque fois un candidat différent. En 2008, Camille Jetty avait recueilli 21%. Dimanche, quels sont vos espoirs ? Vous êtes novice en politique ? Oui, je connais assez bien ma ville et je me suis engagé avec une équipe que nous renouvelons au service de nos concitoyens, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la démocratie mérite le combat politique, et le combat politique, c'est le débat d'idées, c'est le débat des programmes, c'est le renouvellement des équipes pour que l'œil neuf, comme disait saint Thomas, l'œil neuf regarde ce qui nous apporte la lumière sur ce qui dysfonctionne, et pour créer une nouvelle ville et une nouvelle vie en communauté. Pierre Coineau, l'entente avec l'UMP, c'était impossible dès le premier tour ? Moi, je n'ai pas de carte de parti politique déjà, donc je me voyais mal m'engager avec quelque parti politique que ce soit. Moi, j'ai une démarche un peu particulière qui va se baser, on en parlera tout à l'heure, sur le développement économique, parce que je crois que c'est la clé de tout. Donc, un accord avec l'UMP, avec le Parti Socialiste, Front de Gauche, Front National, n'était pour ma part pas envisageable du tout. Gilbert Bénard, vous menez la liste du Front de Gauche. Dans vos tracts de campagne, vous souhaitez redonner de la couleur à la gauche à Limoges. Elle en a perdu ? Écoutez, je crois il suffit de voir le bilan de M. Rodet. Alors, il est effectivement maire, mais il est également député, et donc il cumule les 2 fonctions. Et aujourd'hui, je crois que son bilan de député, contrairement aux engagements qui avaient été pris par le président de la République et le Parti socialiste à l'époque, ils n'ont pas respecté ces engagements. L'augmentation de la TVA, les retraites, voilà un certain nombre de choses qui ont été votées par M. Rodet et qui sont à l'encontre des engagements qui avaient été pris. Et donc nous avons un certain nombre de désaccords portant notamment sur son bilan de député, mais également sur son bilan de maire. Il y a, alors tout n'est pas noir, bien sûr, on n'est pas dans le tout noir ou tout blanc, il y a des choses qui ont été faites. Cela dit, il y a un certain nombre de dossiers qui ne nous conviennent pas aujourd'hui. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je veux parler ici de l'obstination à vouloir construire cette LGV. On en reparlera. Voilà, la LGV, le grand stade, Family Village, donc il y a un certain nombre. Et puis il y a également la question, je le dis, c'est important pour nous, c'est la question de la démocratie dans cette ville et au conseil municipal. Je crois que M. Rodet, c'est peut-être les 25 ans de mandat, mais il n'a plus l'habitude d'écouter... Pas 25 ans, non, pas 25 ans. Bientôt 25 ans, ça fait un certain nombre de mandats en tout cas. Il n'a plus tellement l'habitude d'écouter les autres sensibilités de sa majorité. Donc il y a un certain nombre de faits qui nous ont conduits aujourd'hui à faire cette liste. On en reparlera au cours de l'émission. Enfin, Christian Moulinéard en parlait, dimanche, la surprise pour l'avenir du Front National, absent en 2008, mais bien présent, on l'a vu lors des cantonales. Vincent Gérard, le soir du 23 mars, est-ce que vous pensez être au second tour ? Même Alain Rodet, dans une interview chez nos confrères du Populaire samedi, a estimé que vous feriez un score à 2 chiffres. Oui, nous ferons un score à 2 chiffres, c'est une évidence, oui. Donc nous serons présents, bien évidemment, au 2e tour. Et je pense que le fait d'avoir 2 tours, ça ne peut que renforcer la démocratie locale.
Alain Rodez, cette augmentation du Front National dans votre ville, c'est un échec pour vous? Comment vous le vivez? J'ai fait un pronostic. Je veux dire que les électrices et les électeurs vont choisir dimanche 23 et dimanche 30 mars. Je veux dire par là que moi, je mène la campagne. J'en suis déjà à 16 réunions publiques dans tous les quartiers. Je ne parle pas de tout ce que nous avons fait sur le terrain, dans des réunions de quartier, sur le plan également de tout ce qui concerne la concertation. Je m'occupe de ma campagne, je laisse les autres listes mener leur campagne. Je ne suis pas en train de regarder à droite, à gauche ce que font mes concurrents. J'avance à la fois sur mon bilan et sur les propositions, et surtout avec mon équipe qui est extrêmement motivée et vraiment qui me donne beaucoup de plaisir dans cette campagne. Émile Roger-Lamberty, la présence du Front National cette année, vous ne craignez pas que ça vous pique des voix? Vous savez, nous sommes rentrés dans une campagne pour essayer de proposer une gouvernance nouvelle avec de la concertation, essayer d'utiliser toutes les intelligences et d'ouvrir le dialogue avec toutes les intelligences de cette ville, y compris l'opposition si c'est nécessaire. Le Front National existe. Ils ont droit de se présenter, personne ne les a fait interdire, donc à partir de ce moment-là, leur présence est tout à fait naturelle et c'est tout à fait normalement qu'ils participent à ce débat. Quels sont vos objectifs, Monsieur Gérard, sur cette élection municipale? On l'a vu au cantonal, dans certains quartiers de Limoges, vous avez fait plus de 30%. Plus de 30%, oui, tout à fait. Un nombre à 2 chiffres, c'est évident, avec plutôt un 2 devant. Mais en fait, ce que... On va plus voter pour vous, Vincent Gérard, ou plus pour le Front National? On va voter pour le Front National, on va voter pour le programme que nous avons développé, que nous avons distribué également. Nous avons énormément travaillé. Nous avons aussi une équipe extrêmement performante et extrêmement nombreuse, de plus en plus nombreuse sur la ville. Et il est évident que nous ferons un score très important. Notre but étant de représenter la deuxième force politique sur la ville. Pierre Coineau, la présence au second tour, vous y croyez, je suppose? Ça va être jouable, selon vous? Bien sûr qu'on y croit. On a tout fait pour et on se bat tous les jours pour être présent au second tour. Mais vous savez, dans une entreprise, lorsqu'on a un projet, et cette élection municipale est un projet, on n'y va pas pour être présent au second tour, on y va pour gagner. Donc ça sera plus que le second tour, ça sera d'être maire à l'issue du second tour. Donc pour gagner, il faudrait qu'il y ait une union avec M. Lamberty, voire avec Vincent Gérard? Pour l'instant, j'attends que le premier tour soit passé pour voir le score que nous ferons. Et après, en fonction de ce score-là, nous prendrons nos décisions. Mais à ce jour, c'est trop tôt pour avoir une idée sur ce qui se passera par la suite. Puis-je avoir un petit mot? Allez-y, M. Lamberty. Quoi qu'il en soit, je pense que par rapport aux valeurs du Front National, je pense qu'il sera difficile pour nous d'être en accord avec eux. Alors je ne parle pas de leurs électeurs, qui sont des gens certainement, et j'en suis même certain, de grande qualité, mais les valeurs qui nous différencient sont à mon avis, incompatibles. Monsieur Lamberty? Oui, je voulais simplement vous faire remarquer qu'il serait dangereux d'agiter le somnifère deuxième tour assuré. S'il n'y a pas de premier tour et de mobilisation au premier tour, il n'y aura pas de second tour. Donc nous sommes mobilisés à fond pour le premier tour. Monsieur Bernard, on parle d'une abstention à 40%, ça vous inquiète? Ça m'inquiète, oui, parce que voilà, je crois que les gens qui ne participent pas à la vie politique, c'est un peu dommage, il faut les convaincre de venir voter. Mais on peut comprendre qu'ils aient été aussi beaucoup déçus par des promesses qui ont été faites tant par l'UMP que par le PS, qui ne sont pas tenues. Hein. C'est une raison de notre présence ici. Alors j'entends beaucoup parler de triangulaire, moi je suis sûr qu'il y aura une quadrangulaire au second tour. Et vous serez présent ce qui remonte effectivement l'engagement de nos militants, des jeunes, des militants syndicaux qui reviennent aujourd'hui, des militants associatifs. Puis je voudrais saluer une nouvelle fois la présence de Camille Sonon, qui est une figure tutélaire un peu sur notre liste. Donc je crois qu'il y a un courant de créer autour de nous et je suis sûr que l'on sera au second tour. Mais laissons les électeurs choisir d'abord, bien sûr. Alors avant d'enchaîner avec le premier thème de ce débat, je vous propose d'entendre, je vous le disais, Elisabeth Faucon, tête de liste de Lutte ouvrière pour cette élection. Elle explique pour quelles raisons son parti se présente. Cette élection municipale, c'est pour nous l'occasion aux travailleurs d'exprimer leur colère, leur indignation devant la politique du gouvernement Hollande qui, comme Sarkozy avant, s'aplatit devant les patrons et multiplie les cadeaux, alors que pour la majorité de la population, c'est le chômage, la précarité, la galère. Donc on se présente pour qu'existe une opposition ouvrière à la politique anti-ouvrière du gouvernement.
Et nous rentrons dans le vif du sujet avec le premier grand thème de ce débat, la sécurité ou l'insécurité. C'est selon. Ce thème prend beaucoup de place, messieurs, dans vos programmes, dans vos tracts et dans les conversations des Limougeaux et des Limougeaudes. Et pour en parler, Enrique Viracampos, rédacteur en chef de France Bleu Limousin, nous a rejoint. Enrique. Bonsoir. C'est vrai que ça prend beaucoup de place dans la plupart de vos programmes, sauf un, celui de Terre de Gauche, de Limoges Terre de Gauche. Gilbert Bernard, ma première question sera pour vous. Pourquoi la sécurité en tant que telle n'est pas traitée ? Je ne dirais pas qu'elle n'est pas traitée. Vous avez sans doute mal lu notre programme. Non, je crois que je l'ai bien lu. Nous, on préfère parler plutôt que de sécurité et d'insécurité, on préfère employer le terme de bien vivre ensemble. Voilà. On préfère parler de droit à la tranquillité. Donc, on a un certain nombre de propositions à faire là-dessus, notamment l'importance de la présence humaine dans les quartiers. Alors, je sais, j'ai lu les programmes des autres. Moi, effectivement, on veut embaucher des policiers municipaux, installer des caméras de surveillance, beaucoup de choses. Ceux qui disent qu'ils veulent embaucher aujourd'hui des policiers municipaux ou renforcer la politique, les policiers nationaux, ce sont les mêmes qui, depuis une dizaine d'années, réduisent le nombre des fonctionnaires. Donc il y a une contradiction qu'il faudra qu'ils m'expliquent. Il faut réduire la dépense publique, mais on va embaucher. Voilà une des contradictions. C'est une question que vous posez à qui ? À M. Lamberty, par exemple ? Je pose à M. Lamberty parce que sous M. Sarkozy, c'est un fonctionnaire sur deux. Bilan de l'UMP, et malheureusement, sous le gouvernement PS, la chute des effectifs continue. On va donner la parole à M. Lamberty, puis on entendra M. D'accord, pas de souci. Alors, moi, ma réponse est... Vos propositions sur la sécurité. Moi, ma proposition est très simple. À l'heure actuelle, un certain nombre d'éducateurs de prévention dans les quartiers ne peuvent plus accéder à certaines zones des quartiers difficiles. Le bas de la Zuppe de Laurence, la Bâtie de Deux et d'autres parties des quartiers. Donc il faudra bien que l'on se pose la question d'une cohérence et d'un retour de l'ordre républicain dans ces quartiers. Comment ? La première des choses, c'est de veiller à ce qu'il y ait une présence policière. Et effectivement, on peut peut-être critiquer Sarkozy, comme vous le faites, qui n'a pas diminué le nombre de policiers, mais qui a cassé la police de proximité au lieu de la développer. La deuxième chose, c'est que vous avez tout à fait raison sur ce gouvernement dont plus personne ne se réclame, puisqu'on ne se réclame plus socialiste à notre époque. Le nombre de policiers a diminué. Là, il faut reprendre le tissu social et le reprendre à tous les niveaux. La prévention, l'aide aux familles, parce que les familles, on n'en parle pas, l'aide aux familles, le désenclavement et le fait de casser ces communautés que l'on crée par l'attribution des logements, où on met des communautés dans des logements qui deviennent très vite obsolètes et sales. Les triples tours en bas de la ZUP, etc., etc. Il faut revoir toute une politique. Une politique sociale. Plus au niveau de la ville, et dans certains endroits de la ville, prévoir de la vidéoprotection et prévoir des policiers municipaux. Dans quels endroits ? Parce que dans la plupart des programmes, on parle de lieux dits sensibles. Mais alors, aucun quartier, aucune rue n'est cité. C'est où ? On met où ces caméras ? Très rapidement. Moi, je protégerai collèges, lycées, certaines parties du centre-ville où il y a des bijouteries et où on a un commerçant réputé de la ville de Limoges a failli louper sa vente parce qu'il n'y avait pas de caméra de vidéoprotection. Et puis, dans les zones de production commerciale et industrielle et dans un certain nombre d'endroits, des quartiers, là où ils sont difficiles, comme aide à la lutte contre la délinquance. Alors la vidéoprotection, c'est quasiment dans tous vos programmes. Alors Rodez, c'est aussi une de vos propositions. Vous êtes sur la même ligne ? C'est pas un mot dont on a peur. On n'en fait pas un totem. La vidéoprotection, ça fait plusieurs années qu'elle est présente dans les 115 bus de TCL. Il y a 446 caméras et c'est vrai que ça a été efficace en milieu fermé pour identifier les actes de délinquance. Et c'est la raison pour laquelle je crois que de ce point de vue-là, on a de bons résultats. Comme ça marche dans les bus, est-ce qu'on peut en mettre justement dans les rues ? Le problème, c'est qu'un bus, c'est un espace fermé. Et quand on discute avec les responsables de la police nationale, ils considèrent que la multiplication des caméras n'est pas forcément la solution. Ils rappellent que le cas de l'Angleterre, où on a fait beaucoup de vidéoprotection, Scotland Yard, donc la police anglaise, dit qu'ils ont des taux d'élucidation qui sont faibles. Je rappelle que la ville de Nice, qui est tenue par l'UMP, qui a multiplié les caméras, l'an dernier, en 2013, il y a eu 17 000 actes de violence sur les personnes, il y a eu 189 faits élucidés, même pas 1,5%. Je crois qu'aujourd'hui, en matière de police, de sécurité, de proximité. D'abord, c'est un grand tort d'avoir sacrifié, comme M. Sarkozy l'a fait, la police de proximité. C'est vrai que de 2002 à 2012, il a supprimé 5 000 emplois de gendarmes et 7 000 emplois de policiers. Ça fait 12 000 professionnels de la sécurité qui ne sont plus présents. Ce que je dirais, c'est que
en dépit de tous ces problèmes de violence, de délinquance, d'actes d'incivilité, Limoges est la ville de plus de 100 000 habitants qui a les meilleurs résultats. Le Point, Le Figaro, l'Express en témoignent. Et ce ne sont pas des soutiens de ma liste ni de ma majorité. Simplement, ce que je veux dire, c'est que quand on dit la sécurité, c'est l'argument principal de l'extrême droite, je rappellerai que quand l'extrême droite a géré les villes, Toulon, Marignane, Vitrolles, Bolène, Orange, Saint-Gilles-du-Gard, l'insécurité a explosé comme jamais dans ces villes. Donc en fait, je crois que la sécurité est un problème beaucoup plus large qui nécessite, à mon avis, autre chose qu'une campagne électorale un peu débridée. Voilà, bon, Gérard, c'est un peu votre fonds de commerce, la sécurité. Qu'est-ce que vous proposez? Non, c'est pas mon fonds de commerce, c'est quelque chose de réel. C'est une préoccupation des habitants de la ville, ici comme ailleurs. J'adore entendre parler les représentants du Parti Socialiste, enfin si c'est votre cas, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu la rose sur votre programme. Si. Et les représentants de l'UMP, vous savez, on appelle ça l'UMPS, parler d'insécurité, alors que l'insécurité actuelle, c'est le résultat de leur politique depuis des années. Effectivement, comme vous le disiez, il y a eu des restrictions d'effectifs au niveau des forces de l'ordre, ça a été sous Sarkozy. On n'est quand même pas à Chicago. Non, mais vous avez pris des exemples à Nice, donc voilà. Non, mais parlons de Limoges. Ah non, mais parlons de Limoges. Non, effectivement, il paraîtrait que ça serait une rumeur comme quoi il y aurait de l'insécurité à Limoges. Bon, le fait que ça soit, soi-disant, la ville la plus sûre de France, enfin une des villes la plus sûre de France, tous les jours, j'ai des gens qui viennent me témoigner du contraire, à notre permanence. Voilà, les journaux font état de multiples faits divers, de plus en plus. Les gens n'osent plus prendre les transports en commun, les gens ont peur, les jeunes ont peur de sortir. Les transports en commun avaient 12 millions de clients il y a 5 ans, il y en a 15 millions aujourd'hui. Alors ne dites pas n'importe quoi. Mais ça n'empêche pas, mais quand on est obligé de les prendre, on les prend. Bien évidemment, mais bon, ça n'empêche pas de se sentir en insécurité, vous voyez. Vous faites quoi? On met des policiers dans les bus? Il me semble que tous les bus se sont arrêtés parce qu'il y avait eu une agression. Il faut faire attention aussi à ne pas développer l'insécurité comme rue de la Boucherie à quelques encablures de l'église Saint-Aurélien. Tout à fait. Bon, enfin, je ne suis pas la terreur de Limoges. La terreur de Limoges, c'est une personne qui se balade, à qui on vient de payer des vacances au Maroc. Concrètement, vous faites quoi à Limoges? Vous mettez des caméras? Vous multipliez le nombre de policiers? C'est dans notre programme, bien évidemment. Enfin, l'augmentation donc des effectifs de la police municipale. Alors comment vous financez ça? Parce que vous proposez près d'une centaine d'agents supplémentaires. Non, ça c'est l'UMP. Nous, on propose d'arriver à un nombre de 100. Voilà, c'est différent. C'est 80 de plus, ça ne change pas grand-chose. Vous les financez comment? Oui, non, tout à fait. Au niveau du financement, nous ferons bien évidemment un audit dès que nous serons à la mairie. Nous ferons un audit financier pour voir la santé des finances. Et il est bien évident que nous ferons tout ce qu'il faut, parce que nous partons du principe que la sécurité n'a pas de prix. Voilà, donc c'est-à-dire il y a des économies à faire, donc les économies qui seront faites serviront effectivement à ça. Pierre Coineau, sur la sécurité, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous ressentez vous aussi ce sentiment d'insécurité qui... Oui, c'est pas obligatoirement un sentiment, parce que là j'ai des chiffres. Oui, c'est pas un sentiment, 2008, c'est réel. Cambriolage d'habitation 345, en 2012 568. Vol avec violence en 2008 91, en 2012 186. Vol à main armée en 2008 7, en 2013 25. Alors ça c'est des chiffres. Alors, vous me direz, c'est vrai que dans certaines villes, ils sont peut-être plus importants. Il faut voir aussi les grandeurs des villes. Nous, ce que nous pensons faire, c'est bien entendu mettre de la vidéoprotection, mais pas pour contrôler après l'acte, c'est pour protéger les futures victimes. Je prends un exemple. Dernièrement, il y a eu à Monoprix 2 personnes qui ont été attaquées et tabassées. Il est évident que si on avait pu, par vidéoprotection, se rendre compte qu'il y avait des personnes qui étaient en train de tourner autour, on peut appeler ça des rapaces, on aurait pu envoyer une petite équipe d'agents de ville pour sécuriser le secteur. Parler des groupes qui sont place de la République Par exemple, oui, bien sûr, les gens ne sortent plus après 19h, place de la République. Il faut être clair, il faut le dire. Bon, mais après cela...
Oui. C'est une rumeur. C'est une rumeur. Ceci étant, il y a aussi le fond. Le fond, c'est que pourquoi il y a des problèmes de sécurité, c'est parce que malheureusement, le développement économique n'est pas là. S'il y avait plus d'emplois, s'il y avait plus de richesses, il est évident qu'il y aurait une diminution de ces problèmes de sécurité. Pierre Coineau, vous avez, vous, une réflexion aussi en particulier sur le proxénétisme et la prostitution à Limoges. Alors, nous souhaiterions prendre un arrêté d'interdiction pour le racolage actif et passif en tant que maire, parce qu'à ce jour, il faut savoir que la police nationale ne peut pas intervenir compte tenu que cet arrêté n'existe pas. Alors, c'est pas grand-chose à faire. Monsieur Coineau, ne dites pas des choses comme ça. Et si. Attendez, monsieur Coineau, là, sur cette on vous a fait de mauvaises fiches. Je vais vous rendre la parole. Vous savez très bien qui me les a faites et vous savez très bien le professionnel que c'est. Oh oui. J'ai pas eu le temps de terminer tout à l'heure. Allez-y, monsieur Bernard, allez-y. Chacun son tour, voilà, je pense. Sur cette question de la délinquance, effectivement, moi j'ai entendu des choses ici qui me plaisent pas trop. On a parlé de quartiers sensibles, etc. Oui. Moi je me demande si les gens y sont allés. Moi j'y suis allé dans ces quartiers-là. J'ai rencontré des gens. Vous savez, la première des préoccupations qu'ils ont, c'est pas celle-là qui m'a avancé, moi. C'est la question de l'emploi. Voilà. Sur la question de la télésurveillance, la seule étude, pour une fois je suis d'accord avec vous, monsieur Rodet, la seule étude qui existe, c'est en Angleterre. Sur un ou deux. Sur un ou deux points, mais un ou deux points après, bon, on a des désaccords. Peut-être qu'il y a des désaccords que vous avez dissimulés. Oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, sans doute. La seule étude sérieuse qui existe, elle vient d'Angleterre, effectivement. Elle ne conclut pas à l'effet positif. Je crois que ce qui est important de souligner ici, c'est dans le plan que vous avez signé le jour de prévention de la délinquance, qui faisait ressortir une chose qui est inquiétante, c'est l'augmentation de la délinquance des mineurs. Donc voilà. Donc on sait bien que pour prévenir tout ça, ça passe par d'abord l'éducation. Et on est aussi d'accord pour dire qu'il faut plus de médiateurs. Vous savez, la plupart des gens, ils nous disent, c'est pas le vol de la voiture, autre chose, c'est le soir. Il y a du bruit en bas, j'en peux plus. Je téléphone à la mairie, on me dit téléphoner à la préfecture me dit téléphoner à la mairie. Voilà. Il faut de la présence humaine dans les quartiers, partout d'ailleurs. Il faut de la présence humaine. Voilà. Alors, le temps passe, merci Enrique. Nous parlions justement du centre-ville en ce qui concerne la sécurité. Autre thème en rapport avec le quotidien des Limougeaux et des Limougeaudes, et qui est d'ailleurs l'objet de nombreux articles dans la presse et dans vos programmes. On en parle beaucoup, l'aménagement du centre-ville, sa redynamisation. Alors, rue piétonne, pas piétonne, transport ou stationnement gratuit, place des commerces, rénovation des rues. Vos propositions sont très nombreuses. Alain Rodet, dans votre programme distribué dans les boîtes aux lettres récemment, on découvre une multitude de projets de rénovation, de places, de rues, la rue du Consulat, la rue du Temple. C'est nouveau. On ne fait pas couler le robinet aux promesses, on s'appuie sur un bilan, on s'appuie sur une action qui est en train de se dérouler. C'est vrai qu'on parle du centre-ville dans beaucoup de villes. Toutes les villes sont confrontées au problème du commerce centre-ville, avec les achats en ligne, avec la crise économique, avec le niveau des loyers, avec les changements aussi de mode de comportement des consommateurs. Mais quand on dit rue du Consulat, rue et Liberté, on y travaille depuis au moins 2 ans et on est en train actuellement de finaliser rue et Liberté, l'achat d'une dernière maison, sans doute par expropriation, parce qu'on a eu quand même un centre-ville qui doit tenir le coup, puisque la librairie Albin Michel, qui a repris les librairies chapitres, il y en a 57 en France, on en ferme 25, mais celle de Limoges reste en activité, et justement nous discutons avec pour justement redonner à la librairie Anecdote et à d'autres enseignes. Nous sommes en relation avec d'autres enseignes qui sont intéressées par le centre-ville de Limoges. Donc ce projet, c'est pas un lapin qui sort du chapeau. C'est un travail qui est lent, qui est patient, mais qui va aboutir. De la même façon, sur le boulevard Louis Blanc, entre le boulevard Louis Blanc et la rue des Petites Pousses, nous sommes en train d'acquérir un immeuble pour justement en faire une réhabilitation, à la fois sur le plan commercial et sur le plan du logement. Est-ce qu'il y aura plus de rues piétonnes? On l'a vu avec la rue Charles-Michel qui est une réussite. Est-ce qu'il y aura plus de rues entièrement piétonnes? En 2014, on a investi 23 millions d'euros sur le centre-ville. Je ne parle pas des illuminations, des animations, les marchés de Pâques, les marchés de Noël, la semaine du goût, etc. Family Village, il n'y a pas eu 1 centime d'euro. Et au contraire, les promoteurs de Family Village ont payé le terrain au prix normal du marché. J'ajoute que parmi les promoteurs de Family Village, il y a un commerçant du centre-ville qui exploite 4 belles enseignes en centre-ville. N'essayons pas de faire de faux procès et d'essayer d'opposer des solutions qui manifestement ne sont pas concurrentes mais complémentaires. Monsieur Coineau, vous avez beaucoup de projets sur le centre-ville. Qu'est-ce que vous proposez, des navettes gratuites ou un boulevard périphérique? Oui. Pour nous, le centre-ville, c'est une importance capitale parce que c'est quelque part l'image d'une ville.
Alors on peut dire effectivement qu'il y a des centres-villes qui dépérissent. Moi j'en connais beaucoup qui, à l'inverse, se repeuplent et se redynamisent. Pour cela, il faut amener... 1500 habitants nouveaux, Monsieur Coineau, en 10 ans, sur l'hypercentre-ville, grâce à l'opération Cœur de Limoges. 770 logements qui étaient abandonnés, qui ont été réhabilités et qui ont été remis en habitat, location ou propriété. Oui, n'oubliez pas, 1500 habitants nouveaux sur l'hypercentre. Oui, certainement. Mais alors, je ne sais pas où ils sont, parce qu'on ne les voit pas dans les rues. Mais ils ont dû... Ils ont les adresses, monsieur. Je veux bien, oui, j'irai les voir. Rue du Consulat, rue Ferry. Vous savez que c'est des rues que je connais bien, puisque j'y suis né. Moi, j'y habite depuis 42 ans, monsieur. C'est bien, c'est bien. Je connais un peu le centre-ville. Concrètement, est-ce qu'il faut plus de rues piétonnes? Entièrement piétonnes. Il faut un centre... La rue Jean Jaurès, il faut un centre-ville rendu piétonnier. Il faut que les halles, on parle, qui ont été bien refaites extérieurement, mais si vous rentrez à l'intérieur, vous êtes dans des halles qui datent et qui, même au niveau des normes de sécurité, d'hygiène, je ne suis pas sûr... N'exagérez pas, vous allez porter tort aux commerçants des halles. Non. Mais ils ont conscience de cela, M. Rodet. Et c'est pour cela que notre projet de rénovation des halles ne leur pose pas de problème, ils en sont même ravis. Il faudra revoir aussi les... Faites attention quand même en chauffant les étals de poissons, parce que vos poissons pourraient avoir de drôles d'yeux s'ils sont chauffés. Le poisson, il vaut mieux qu'il soit frais. Pourquoi voulez-vous chauffer le poisson, M. Parce que c'était une proposition de l'opposition municipale à une époque, M. Coineau. Ah oui, mais je ne la connaissais pas. Donc je vous la... Mais je note avec intérêt que vous n'aimez pas le poisson chaud. Voilà, je préfère le poisson frais, voilà, c'est bien. Et concrètement, parce que là on s'égare un peu, vous proposez quoi? Rendre le centre avec un boulevard intérieur en sens unique, qui permettent, comme dans d'autres villes, Brive, etc., d'avoir un centre bien déterminé, bien délimité, avec des entrées par des portes bien précisées également. Place d'Aisne, place Haute-Vienne, Carrefour Tourny, place Denis Dussopt. Donc réanimer tout ce centre-ville, et Monsieur le maire le sait bien, Monsieur Alain Rodet, qu'on peut préempter des commerces quand on est à la mairie, et que la difficulté pour qu'on puisse réouvrir des commerces, il faut que les fonds de commerce ne soient pas très élevés et que les loyers soient corrects. Est-ce qu'il faudra aussi du stationnement gratuit? C'est qu'il y a une association de commerçants qui demande le stationnement gratuit l'été, du 15 juillet au 20 août. Est-ce que ce serait envisageable? Je n'ai jamais été pour la gratuité, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il faut toujours participer à quelque chose. On en parlera tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous proposez les transports gratuits? Monsieur Lamberty, sur le centre-ville, quels sont Je suis assez d'accord globalement avec ce que dit M. Coineau, et toutes les villes qui ont installé un ring, je suis en train de penser aux belles villes comme Vienne ou d'autres grandes villes internationales, sont des villes qui fonctionnent bien. La deuxième chose, c'est que, comment dire, dans notre Limousin, on a fait des pétassous. On fait une rue qui part de nulle part pour n'arriver nulle part. On n'a pas de vision globale, prospective, et puis... Il faut le dire, puisqu'on parle de classement, transport urbain, dernier, urbanisme, avant-dernier, la ville de Limoges. Mais si, monsieur. Et que ça vous dérange ou pas, nous ne sommes pas au conseil municipal, monsieur Rodet. Laissez-moi finir de parler, je vous ai laissé parler. S'il vous plaît, ne coupez pas sans cesse la parole. Avec cet air supérieur, souverain et méprisant que vous avez pour votre opposition en conseil municipal et pour vos concitoyens en général. Donc je continue. Cet urbanisme, il est important de le concevoir. Et ce qui est dramatique, c'est d'entendre les sommes qui ont été mises. Nous voulons un urbanisme travaillé avec une concertation sur tous ceux qui sont intéressés, y compris les associations d'archéologie, d'histoire, pour pouvoir développer et créer aussi des vrais parcours de mise en valeur de notre artisanat. Et là, avec M. Coineau, je pense que nous avons des visions totalement complémentaires sur la question. Vincent Gérard, votre vision pour le centre-ville? Le constat du centre-ville est lamentable, bien évidemment. Je suis ravi de savoir, d'apprendre aujourd'hui qu'il y a des enseignes qui souhaitent s'y installer. Parce que ce que nous constatons, nous, c'est justement au contraire des enseignes qui ferment, des commerces qui se vident, des pancartes à louer, à vendre, qui ne trouvent pas acquéreur. Voilà. Au niveau des solutions, effectivement, j'avais lu le programme de M. Coineau et nous sommes assez d'accord sur le principe. Parce que je suis également entrepreneur, donc ça vient peut-être de ça. Pardon ? Le siège de mon entreprise était à Château-Ponsac, tout à fait. Mais vous savez, quand on est entrepreneur... sinon, donc au niveau, vous parliez du stationnement, nous avons proposé donc
1 heure gratuite avec la forme un petit peu comme un disque bleu, comme ça se refait un petit peu maintenant dans les communes. Ça, nous pensons que c'est bien. Ça plaît aux commerçants. Nous les avons interrogés. Quand vous allez acheter une baguette, que vous voulez vous garer en centre-ville, bon, si vous prenez un PV à 17 €, ça fait cher la baguette, quoi. Hein. Voilà, c'est ce que tout le monde nous dit. Donc 1 heure avec un système de disque bleu, ça serait bien. Pourquoi pas à envisager, suivant les finances, bien évidemment, une gratuité le samedi. Voilà, pour essayer de refaire revenir les gens au centre-ville. Parce que là, maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens s'éparpillent. Vous parliez de famille du village. Effectivement, d'ailleurs, l'accès est excessivement mal fait. Donc, il y a des bouchons partout. Enfin, c'est une horreur. Mais voilà, et si les gens sont en extérieur de la ville, ils ne sont pas à l'intérieur. Ils ne peuvent pas se dédoubler, quoi, hein, Alors, voilà. pour Donc, ça a été une grande erreur. Nous avons toujours été contre le développement des grandes surfaces à outrance, en périphérie de ville. Donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé à Limoges. Et ça a été une décision qui a peut-être scellé le sort du centre-ville de Limoges et de ses commerçants. Pour venir en centre-ville, vous proposez le transport gratuit. Entre autres, mais ça c'est le moyen d'amener les gens vers le centre-ville. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Mais sur la question du centre-ville, je crois que l'équipe sortante a fait une erreur quelque part. Je sais que votre rêve, M. Rodet, c'est de faire de Limoges une grande mégapole qui compte dans le centre-ouest. Non, pas mégapole. Et ça vous a conduit à construire et à empiler les zones commerciales qui était, et le Family Village est le bon exemple, qui était chargé de récupérer la clientèle qui venait de la souterraine, de Bellac, etc. Donc vous avez voilà, de Châteauroux. Mais c'est vrai, vous avez vidé les commerces, Bellac notamment, allez-y, c'est le cas. Vous avez vidé les commerces, ces bourgs-là, de leur dynamisme. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre la priorité sur le cœur de ville et les quartiers. Oui. Le centre-ville, je suis d'accord également qu'il faut un secteur piétonné. La rue Jean Jaurès, les deux côtés. Les quartiers, mais pas seulement les quartiers, la ville, les quartiers. Les quartiers, aujourd'hui, à Limoges, sont des quartiers dortoirs. Oui. Il faut remettre de l'activité, il faut remettre du dynamisme, il faut remettre de la vie dans les quartiers. Et la question du transport gratuit, voilà, c'est un bon moyen. Avec le retour en régie publique aussi, des parkings peut-être, pour avoir des parkings moins chers. Voilà, c'est une de nos propositions. Monsieur Rodet, les parkings moins chers. Oui, c'est la conjuration des poignards. Là, on se croirait dans les couloirs du château de Blois, si vous voulez. Non, simplement une chose. Débat. Où l'a battu au sanglier. Mais le vieux sanglier vous dit une chose, c'est que en réalité, sur le stationnement, d'abord, je voudrais rappeler, Monsieur Lamberti, Monsieur Coineau, que vos amis dans l'opposition municipale ont fait 12 recours au tribunal administratif pour empêcher le parking de la Motte de se construire. Alors quand on est pour le centre-ville et pour le stationnement en centre-ville, il faudrait avoir de la cohérence. Sur les tarifs, Monsieur Bernard, désolé, au plus cher, c'est 1,30 €, c'est-à-dire moins qu'un litre de diesel. On est sans doute dans les villes de plus de 100 000, celles qui ont les tarifs de stationnement les moins chers. Donc, vérifiez un petit peu vos mercuriales. Interrogez ceux qui habitent dans le quartier, qui viennent dans le centre-ville à Limoges, ils vous diront pas la même chose. J'interroge beaucoup. Parce qu'ils ont le SMIC ou des fois moins que le SMIC. J'interroge beaucoup, monsieur. Et vous avez en plus, à proximité du centre-ville, Monsieur Bernard, des stationnements gratuits. Je ne prendrai qu'autour du Champ de Juillet, il y a 800 places gratuites. Alors ne dites pas que le centre-ville n'est pas accessible aux gens qui viennent de la périphérie. Simplement, ce que je voudrais dire par rapport au centre-ville, et pour en terminer, c'est qu'il faut d'une part essayer de préciser un petit peu les orientations des uns et des autres, parce que si on les prenait au mot et si on communiquait ces informations avec des précisions à la population de Limoges et aux opérateurs du centre-ville, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient artisans, qu'ils soient également résidents, ils prendraient peur. Je crois que le centre-ville a ses difficultés, il a aussi ses atouts. Et ces atouts, je crois qu'il sera assez facile, dès lors qu'il y a une volonté, de les valoriser. C'est ce que je propose. Merci. On enchaîne. Pouvons-nous savoir quels sont nos alliés politiques ou nos prédécesseurs qui se sont opposés au parking de la Motte? Se sont-ils opposés au parking ou se sont-ils opposés à la façon dont les marchés ont été passés? Non, alors justement... c'est un autre débat. Alors, Monsieur Lamberti, je réponds. 12 recours rejetés par la juridiction administrative et le préfet qui était en place, qui est devenu par la suite directeur de cabinet du président de la République, M. Chirac, quand il est venu me faire ses adieux, m'a dit « Je suis navré de voir ce que l'opposition, votre opposition, dont j'étais proche politiquement, a pu faire contre vous. » Voilà, monsieur Lamberti. On passe au troisième thème je veux simplement dire que... Très rapidement, parce que le temps passe et après on n'aura plus de temps de parole. En 4 mandats, on a quand même eu 2 rues de refaites et pas mal. La rue, le quartier de la Soif est une réussite, il faut le reconnaître. Il y a la rue Neuve-Saint-Étienne, il y a la rue de la Cathédrale, il y a d'autres rues, monsieur Coineau. Allez, on enchaîne avec le temps passe, messieurs, je suis désolé. On enchaîne avec le troisième thème de ce débat, le développement économique et l'emploi, avec Pascal Ratino, rédacteur en chef du Populaire du Centre, qui nous a rejoint. Pascal.
Oui, on n'était pas très loin en parlant du centre-ville, on va peut-être un peu s'écarter, partir en périphérie. D'abord un constat, un maire est un accompagnateur en matière de développement économique, est un facilitateur, mais j'imagine que les uns et les autres, vous savez bien qu'il n'y a pas de baguette magique et solution miracle pour l'emploi, que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir le porter. Malgré tout, chacun d'entre vous a un certain nombre de projets. Je les ai un peu mixés pour savoir quels axes de développement, et là vous pourrez débattre les uns les autres, quels axes de développement seraient les meilleurs pour la ville de Limoges. J'ai lu, notamment chez vous, M. Coineau, chez vous, M. Lomberti, la création d'une suprastructure qui pourrait être un bras armé économique de la ville. Est-ce que vous ne craignez pas, mais je vais poser les 2-3 questions, hein, vous répondrez après, est-ce que vous ne craignez pas de vous marcher sur les pieds avec ce qui existe au Conseil régional, par exemple, Limousin Expansion? J'ai lu aussi le développement de certains secteurs, de certaines niches, et là ça sera peut-être intéressant de creuser cela, et notamment la silver economy, dont on parle beaucoup actuellement, avec effectivement ici dans notre région beaucoup de personnes âgées, et puis les grandes infrastructures. Est-ce que le Limousin, et Limoges en particulier, n'a pas besoin d'être raccordé à la grande vitesse et à la LGV? Alors moi je veux bien répondre, je veux bien commencer. Je peux répondre tout de suite, non, moi. Oui, mais on va pas être d'accord tous les deux. Donc Monsieur Coineau, allez-y. Moi, je veux bien commencer. Pour moi, là, on doit aller chercher, on doit sortir Limoges, on doit aller chercher les entreprises à l'international sur des secteurs sur lesquels nous sommes forts. Et nous avons des secteurs d'excellence sur Limoges. On a les pôles d'excellence, on a les pôles de compétitivité, on a la domotique avec Le Grand, Fondation de l'eau, etc. Il y a des points sur lesquels nous sommes extrêmement performants, avec une université de qualité et un CHU qui en est de même. Alors une fois ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors une fois que l'on a fait cela, on recrute une équipe de commerciaux à l'international qui vont aller détecter les entreprises qui peuvent être intéressées par justement ces projets d'installation ici par rapport à nos excellences. Et il est beaucoup plus simple et facile de faire venir et d'intéresser ces entreprises dès lors qu'effectivement nous pouvons leur proposer des solutions d'accueil, des jeunes avec des écoles d'ingénieurs bien formés et du personnel de qualité. Mais, Monsieur Lomberti, est-ce que votre temps de parole aussi vous avez du retard? Très rapidement, je crois qu'il faut utiliser nos atouts pour les mettre en valeur et que Limoges devienne une vitrine du savoir-faire, que la rénovation du centre-ville, que la rénovation des quartiers soit une occasion d'installer le mobilier urbain que produit Urbacer et de le mettre en valeur. Des parcours touristiques où on met en valeur tout ce qu'on sait faire au point de vue artisanal, au point de vue du mobilier urbain pour le vendre. 2 points sont très importants. Le premier point, c'est que le seul tertiaire où nous pourrions gagner de l'argent si nous n'étions pas dogmatiques et butés, c'est la santé, où nous pourrions soigner une partie de l'Europe, faire rentrer de l'argent dans nos hôpitaux et nos cliniques, financer tout ou partie de l'outil de santé et le moderniser au service de nos concitoyens. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation et la rentrée dans le Grenelle 2 de l'environnement avec les biodéchets, construire une usine de traitement des biodéchets pour créer des engrais pour l'agriculture. Vincent Gérard, sur le développement économique, on sait que c'est un peu parfois le point faible du Front National. Qu'est-ce que vous proposez à Limoges? Je ne vais pas rentrer dans le détail, effectivement, là tout a été dit. Faire venir des entreprises, être à la pointe de la technologie, utiliser donc les capacités de la ville historique au niveau de l'architecture, au niveau de l'attrait touristique. Voilà, ça je pense que c'est une nécessité. Hein. Par contre, je vais juste relever quelque chose. Vous avez parlé du CHU. Moi, j'ai relevé que nous étions, et de la formation, et j'ai relevé que nous étions, pour ce qui était de la formation des internes en médecine, classés 24e sur 28. Donc j'aurais voulu, si quelqu'un avait pu me donner des précisions là-dessus, parce que bon, c'est vrai que si vous voulez attirer des internes, c'est pas avec des classements comme ça que vous allez y arriver, quoi. Ben, je crois qu'on a le président du CHU. Oui, voilà, justement, nous avons... c'est pour ça que je pose la question, hein, parce que je pense que nous avons... Je ne suis pas président du CHU. Vous êtes président du conseil d'administration. Je ne suis ni l'agence régionale de santé, ni la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, ni le doyen de la faculté de médecine. Je pense qu'il y a de très haut niveau, des chercheurs de très haut niveau. Vous avez pourtant beaucoup de postes. Rassurez-vous, monsieur... Gilbert Bernard, Monsieur Bernard, simplement
simplement, je voudrais en savoir un peu plus sur vos propositions, parce que la position qui vient d'être exprimée là sur l'hôpital, j'ai pas bien compris. C'est pas la compétence de la ville, c'est pas dans la compétence. Non, je vous posais cette question en c'est... tant que président du conseil de surveillance du CHU, voilà. Gilbert Bernard, sur le développement économique, Pascal Ratino évoquait... Moi, j'ai entendu, il y a un préalable déjà. Tant qu'on ne sortira pas des politiques... bilan, quoi. Tant qu'on ne sortira pas des politiques d'austérité qui sont menées et de réduction de la dépense publique, on aura un gros problème. Moi, j'ai entendu avec intérêt, et je les ai rencontrés, la Fédération du bâtiment qui a dit à la municipalité, au conseil général, au conseil régional, au secours, on n'a plus de travaux. Sauf que... Il y a des travaux, il y a le centre aquatique, le stade... Les dotations versées par l'État aux collectivités vont baisser. Et donc, la ville, comme le conseil général ou d'autres, vont être en difficulté pour faire des travaux et pour donner du travail à ces entreprises. Donc ça, c'est un préalable, l'austérité. Il faut changer de politique. Et là, je suis le seul à défendre un peu cette vision-là. Après, dans le détail, aller chercher des VRP des entreprises, ok, tout le monde peut le dire, on va prendre quelqu'un, on va y aller. Bon, j'y crois pas trop, moi, ça. Par contre, j'ai fait ça, ça a été mon métier. Mais c'est vrai, mais je crois que les TPE et les PME en Limousin, c'est notre. Voilà, c'est là où il y a le plus à avoir. Moi, quand je parle beaucoup de la vie des quartiers, je pense que là, il y a des choses à faire. Par exemple, la pépinière d'entreprise qui est installée à Esther, je pense qu'il aurait fallu des pépinières d'entreprise dans les quartiers, Beaublanc, c'est Marceau. On peut installer de jeunes entrepreneurs, des artisans, des commerçants, les 2-3 premières années, en leur faisant payer un loyer modique. On propose également une ceinture maraîchère autour de Limoges. Voilà, il y a des emplois agricoles ici à mettre en place. Il faudrait réviser le plan local d'urbanisme. Donc il y a plein de petites choses. La silver economy, je suis d'accord. En direction du Frangin, il y a des gisements d'emplois comme ça. Ce n'est pas des dizaines, des milliers d'emplois. Mais je crois qu'on peut remettre l'activité dans les quartiers et créer du développement économique. Pour donner envie aux gens de venir et éventuellement de circuler. Donc le fond de ma question, la transition est bonne. C'était le désenclavement. Le développement économique, l'Express nous classe dernier. Non, monsieur, non. Si, monsieur. Non, monsieur. L'Express 77, développement économique, dernier. Ce n'est pas vrai. On va pas se battre sur des classements parce que chacun ses classements et il y en a qui sortent tous les jours. Gilbert Bernard, sur la LGV, Pascal Ratino en parlait, ça fait partie du développement économique, la LGV, et vous êtes contre? C'est les liaisons avec Paris et puis d'autres capitales européennes. Mais là, les LGV, il faut être clair aujourd'hui. Je sais que M. Rodet et puis les autres autour de cette table, elle est morte. Voilà, on est d'accord. C'est votre propre gouvernement, M. Rodet, qui l'a dit. Alors, je sais qu'il y a les procédures administratives qui suivent leur cours. Mais la question essentielle, M. Rodet, c'est la question du financement. Quand il y avait l'État, la SNCF, toutes les collectivités, c'était déjà compliqué. Aujourd'hui, l'État dit on ne fera pas ou après 2030. Non, mais attendez, je poursuis. L'État a dit on ne fera pas ou après 2030, donc l'État ne financera plus. La plupart des collectivités autour de vous ne financeront pas non plus. Alors, la présidente du Conseil général s'est engagée, le président du Conseil régional aussi. Cela dit, il y en a un qui va partir à l'Europe et l'autre qui va partir au Sénat, donc ça ne les engage pas beaucoup de dire ça. Faut-il se réjouir pour je pense le développement futur de Limoges? Non, c'est catastrophique. Mais on a une ligne qui existe, qui s'appelle le pôle. Le gouvernement, et pour une fois on est d'accord, vous voyez, ça nous arrive d'être d'accord avec le gouvernement. Il a dit on va développer cette ligne, on va y mettre près de 1 milliard. Voilà une question. Ben, allons-y, chiche. Or, il y a un silence, je suis désolé de vous le dire, mais il y a un silence assourdissant des exécutifs locaux sur la question du pôle. Monsieur Rodet, dans votre point, vous dites la LGV à l'horizon 2020-2022. Monsieur Bernard, quand même, il y a une époque, vous n'étiez pas contre le barreau, puisque vous dites barreau ou pôle, pourquoi les opposer? Gilbert Bernard, c'est bien vous. Mais alors, simplement, ce que je veux dire... Sauf que le gouvernement a décidé de ne pas le faire. Laissez M. Rodet répondre. Nous sommes aujourd'hui dans la procédure qui va nous conduire à la fin de l'année à la déclaration d'utilité publique. Le montage du tour de table financier, il est engagé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a, c'est le meilleur rapport qualité-prix en matière de liaison ferroviaire à grande vitesse. Et c'est vrai que mais Monsieur Lamberty, essayez de travailler un peu le dossier sérieusement. Monsieur Rodet, je vous pose la question. Vous qui connaissez le dossier, vous êtes incapable de me répondre. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. La preuve. Attendez. Laissez M. Rodet répondre. Le problème, c'est que sur le financement de cette liaison, qui représente 1,8 milliard d'euros, donc 110 km donc, entre Poitiers et Limoges, mais qui concerne le Poitou-Charentes, qui concerne le Limousin, mais également le Périgord, le Quercy et une partie du Cantal. C'est un projet qui, sur le plan de l'aménagement du territoire européen, a beaucoup d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle des réunions vont se tenir prochainement à Bruxelles et au siège de la Banque européenne d'investissement pour voir dans quelles conditions, justement, on peut trouver un bon financement. Moi, je suis absolument certain que cette ligne, dans la mesure où on y croit, et je crois qu'il y a 80% des gens de la région qui y croient, eh bien, nous l'aurons et beaucoup plus tôt que prévu. Simplement, c'est un acte de foi, mais c'est un acte aussi qui repose sur des réalités. Alors, il y a des jeteurs de sorts. Ça ne se fera pas.
Elle est morte. Je veux dire que le rapport Duron, c'est comme tous les rapports. Il s'entasse. Mais non, c'est pas le gouvernement. On va pas refaire, s'il vous plaît, monsieur Bernard. On va pas refaire le débat sur la LGV. Vous ne pouvez pas parler de la LGV sans connaître le dossier exact de l'enclavement et des difficultés de la gare de Senlis. Et je veux dire par là que c'est un peu indécent de parler de la LGV, de jeter des sorts, naturellement, sur ce barreau, sur cette liaison Poitiers-Limoges qui intéresse 3 millions d'habitants, sans prendre en compte les réflexions qui sont en cours depuis la tragédie du 12 juillet de Brétigny-sur-Orge. Parce que ce jour-là, monsieur... On va enchaîner. Mais ce qui est de rénover le réseau existant. Ce qu'a dit votre gouvernement. Monsieur Bernard. Monsieur Lamberti, vous êtes tombé bien bas pour être obligé de parler des victimes. On ne vous entend. Pour être obligé de parler des victimes, pour justifier votre malaise par rapport à la LGV. Vous êtes tombé très bas. S'il vous plaît, monsieur Lamberti, laissez monsieur Rodet répondre. Vous êtes tombé très bas. Monsieur Lamberti, s'il vous plaît, c'est la cacophonie, on n'entend pas rien. Laissez monsieur Rodet répondre, on enchaînera avec la fiscalité, s'il vous plaît. 3 jours avant le 12 juillet, c'était la fin de l'enquête publique sur la LGV et c'était, hélas, le jour de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge. Au printemps, j'avais rencontré des syndicalistes cheminots CGT de Sud-Île-de-France, c'est-à-dire de l'Essonne et du Val-de-Marne, qui avait dit c'est pas simplement le problème du Paris-Limoges entre Étampes et Limoges et Brive, c'est le problème entre Étampes et la gare de Senlis, parce que le RERC, le train de banlieue, avec l'explosion du trafic... Attendez, c'est 600 000 passagers partout. On n'a plus les moyens de faire circuler en sécurité des trains dans cette région. Et le syndicaliste m'avait dit au mois d'avril, un jour, on aura un pépin à Brétigny. Et le 9 avril, au moment où le conseil municipal délibérait sur cette affaire, j'ai rappelé cette phrase de ce syndicaliste cheminot CGT. Et hélas, j'en suis pas fier, 3 jours plus tard, il y avait cette tragédie. Voilà. Ça veut dire en clair qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, essayez de délivrer la LGV à partir... Expliquez-nous le financement que vous avez mis en place. Monsieur Lamberti, s'il vous plaît. Écoutez, le problème, c'est qu'on aura encore passé 10 minutes sur le LGV. Voilà. Le temps, non mais s'il vous plaît, messieurs, malheureusement le temps passe. Je vous propose maintenant, d'abord, le temps passe. Je vous propose d'écouter, s'il vous plaît, messieurs, on n'entend plus rien. S'il vous plaît, je vous propose d'entendre d'abord Elisabeth Faucon de Lutte ouvrière, ses propositions sur le développement économique. La situation à Limoges, c'est le chômage, comme dans tout l'ensemble du pays. Et quand on parle des collectivités locales, il faut dire aujourd'hui qu'elles sont étranglées par les choix qu'il y a au niveau national. Ça va être pour les 2 prochaines années 3 milliards de moins qui vont être donnés aux collectivités territoriales, c'est-à-dire autant de moins pour les services à la population, c'est-à-dire pour les couches les plus fragiles, les gens qui sont malades, les personnes handicapées, les personnes âgées. Elles voient chaque année leurs aides diminuer et ça va continuer. On va demander de faire payer à la population les cadeaux, les milliards, les 50 milliards qui vont être donnés au patronat. Eh bien, ça va se traduire par 50 milliards d'économies qu'il va falloir trouver. Et on va forcément les trouver sur les services à la population. Alors nous parlions argent il y a quelques instants, nous allons continuer avec la fiscalité. Il y aura une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales d'environ 10 milliards pour les prochaines années. Sur la fiscalité, qu'est-ce que vous proposez? Comment vous faites? On réduit les investissements, on réduit les dépenses de fonctionnement, Monsieur Gérard? Oui, bien sûr, il faut faire des économies, comme je le précisais déjà tout à l'heure. Moi, je vais préciser que nous ne sommes pas élus, nous n'avons jamais été élus à la commune, donc nous ne sommes pas responsables du bilan actuel. Nous ne connaissons pas, effectivement, tous les tenants et les aboutissants. Donc, la première chose que nous ferons, donc, ça sera de réaliser un audit concernant les finances. Au niveau du taux d'imposition, nous nous sommes engagés dans notre programme à ne pas l'augmenter et, si possible, à le réduire à mi-mandat, tout en faisant, bien évidemment, une multitude d'économies sur les frais de fonctionnement, sur les subventions données à certaines associations qui nous paraissent injustifiées. Quelles associations, par exemple? Par exemple, toutes les associations communautaristes, donc ça sera général. C'est scandaleux de dire des choses. C'est-à-dire scandaleux. Écoutez, concrètement, vous avez des noms? Communautaristes. Non, j'ai pas spécialement de nom, mais c'est un engagement que nous faisons. S'il devait y avoir des associations communautaristes, nous refuserons tout financement. Voilà.
Monsieur Lamberty, vous dites dans votre programme il faut contenir la fiscalité locale, elle est devenue trop oppressive. Bien sûr. D'accord, et alors on fait comment? Bien sûr. Alors, le premier point, c'est que les députés et leur gouvernement ont voté à Paris une augmentation des impôts et pour la première fois, des petits revenus, des petites gens paient des impôts. En payant des impôts, ils sont obligés de payer la taxe d'habitation, même dégrevée et modérée, ce qui leur crée des problèmes financiers terribles. C'est une réalité. La deuxième chose, c'est que même si le taux d'imposition est bas, les bases sont plutôt fortes par rapport à la richesse de notre région et par rapport aux revenus de notre région. Donc si vous fixez une base à 100, que vous augmentiez de 1%, ça fait 1 euro. Mais si la base est fixée à 500, si vous augmentez d'1%, ça fait 5 euros. Et chez des petites gens et des petits revenus, ça revient cher. Mais les économies, vous les faites On a où? un impôt sur le logement. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est important. Les impôts sur les logements vides, on a fait un choix de les prendre au maximum. On ne sait pas quel est le taux que la municipalité sera obligée de mettre en place pour financer ces grands projets et ces projets démesurés sur les droits de mutation, sur l'agglomération. Quels sont les projets démesurés? Il y a une bombe à retardement qui est représentée par une taxe sur le foncier bâti qui pour le moment est à 0%, mais qui du jour au lendemain peut être allumée, ouverte avec 0,5, 1, 2%, qui va faire payer des gens. C'est très technique. Vous parlez de projets démesurés, c'est-à-dire économie, gestion au mieux de la ville, déplacement progressif sur les investissements par rapport au fonctionnement, progressivement et sur la mandature, en essayant de garder, si possible, alors que la baisse des dotations va impacter directement le budget des communes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire, Monsieur Rodet, contrairement à ce que vous m'avez dit. Et vous avez menti, parce qu'ici, vous avez fait une présentation succincte. Si c'est comme ça que vous entendez gérer la ville et gérer la démocratie, en faisant en conseil municipal une présentation budgétaire succincte, que vous considérez comme un débat d'orientation budgétaire qui n'est même pas porté à l'ordre du jour, vous vous moquez de nous. Monsieur Coineau. Précisément parce que justement le débat d'orientation budgétaire sera fait après les élections municipales. Parce que vous n'avez pas, parce que vous ne voulez pas engager les réductions et vous n'avez pas voulu dire quelles seraient les augmentations d'impôts que vous serez obligés de faire. Précisément, il y aura une cohérence totale entre les orientations budgétaires et le budget lui-même qui sera voté quelque temps après. Quelque part, je vais vous le transcrire. Ils sont assez cons pour voter pour moi et me réélire, et après je les taxerai. Monsieur Lamberty, laissez Monsieur Coineau parler, s'il vous plaît. Monsieur Coineau, les impôts, on les augmente, on les diminue? Alors, pour nous, le problème de la fiscalité est toujours le même, c'est-à-dire on repart du développement économique, ça veut dire donc plus d'entreprises, ça veut dire plus de richesses, ça veut dire plus de recettes fiscales et moins d'impôts sur les familles. Et puis je crois aussi qu'il faut retravailler pour réduire un peu le millefeuille ville-agglo. Il y a certainement des économies à faire au niveau des ressources humaines, etc., des services financiers et autres, où on peut avoir, me semble-t-il, une organisation commune et avec une réduction des coûts. Et puis, il y a certainement des réductions de fonctionnement. Mais pour cela, il faut être dedans la place. Et je n'ai pas, pour l'instant, très rapidement, vous proposez une salle de sport de 9000 places. Comment vous la financez? Alors, une salle de 9 Très rapidement. Non, mais très rapidement. Actuellement, le budget du CSP, c'est environ 5 millions d'euros. La billetterie, c'est 20%, c'est 1 million d'euros. C'est 5000 places. On multiplie par 2, ça fait 1 million de recettes complémentaires. Et à partir de là, on arrive à financer ce type d'opération. Merci. Le temps passe malheureusement très rapidement. Le mot de la fin avec vous, Christian Moulinard. Sur la fiscalité, je voudrais dire qu'il faut une réforme en profondeur. En 10 secondes, vraiment. Il faut une réforme en profondeur de la fiscalité en France. Oui. Le gouvernement Ayrault devait la faire, ça a été repoussé. Oui. Voilà. La taxe professionnelle a été supprimée, elle n'a pas été remplacée. Ou elle est mal remplacée. Et je pense qu'aussi, il y a des économies à faire. Et encore, je n'aime pas le terme d'économie. Mais sur le Grand Stade, la deuxième tranche du Grand Stade, il faut l'étaler dans le temps. Si vous voilà. Je regrette que nous n'ayons pas eu le temps de parler de la rumeur concernant l'immigration. Très rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Rodet, en 20 secondes. Et on conclura, je suis désolé. Parce que M. Coineau a dit on peut faire des économies, ville, agglo. Alors, je prends le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'agglomération. En 20 secondes. Je lis la mutualisation des services entre la ville et l'agglo est bien réelle au sein de Limoges Métropole. Elle permet de rechercher des économies d'échelle et une harmonisation sur l'ensemble du territoire, du niveau des services publics. Et je pourrais vous donner d'autres... On n'a plus le temps, je suis désolé. On a une bonne gestion entre la ville Monsieur Moulinard, s'il vous plaît, Monsieur Coineau, s'il vous plaît. Monsieur Moulinard, le mot de la fin, l'abstention, ce sera peut-être la clé du scrutin de dimanche.
Oui, ce sera effectivement un mot extraordinairement rapide. On n'a pas parlé dans les facteurs politiques de l'abstention qui risque ici comme ailleurs d'être importante et peut-être plus importante que par le passé. Elle était de presque 38% aux élections de 2008. Il n'est pas impossible qu'elle augmente, y compris à Limoges, où d'habitude on vote davantage qu'au niveau national. Alors j'aime à croire que ce débat aura su mobiliser les électeurs parce que je crois véritablement que c'est le nœud du scrutin et c'est le nœud des résultats et de la préparation sans doute du second tour. Mais pourquoi On n'a plus le temps. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir écouté au-delà de minuit. Merci à tous les techniciens en plateau et en régie. Il reste donc moins de 72 heures avant les résultats du premier tour. On connaîtra alors le verdict des électeurs. Rendez-vous dimanche soir à partir de 20h pour notre grande soirée électorale avec de nombreux reportages et de nombreux invités. N'oubliez pas non plus notre site internet pour voir ou revoir ce débat. Je vous retrouverai jeudi soir prochain pour le débat d'entre-deux tours, s'il y en a un. Excellente soirée, à bientôt.